réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Notre journaliste de Cogeco Média, Philippe Bonneville, est en Arizona pour la semaine, bien sûr, pour suivre le dernier droit de la campagne électorale et les élections de demain sur le terrain. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Philippe, à quoi ça ressemble en Arizona, qui est un des États clés, un des États pivots, un des États que les deux partis espèrent vraiment arracher? C'est extrêmement serré ici. Je te rappelle qu'il y a 4 ans, c'est l'endroit aux États-Unis, l'État américain, où l'écart en faveur de Joe Biden là, a été le plus mince. 0,3 % d'écart, seulement 10 000 voix de différence entre une victoire et une défaite sur 3,3 millions de votes exprimés. Donc, on s'attend à ce même genre de situation. Impossible de prévoir pour l'instant qui va gagner. Vraiment, là, c'est tout un suspense. Et ici, c'est facile, hein? C'est 50-50 à peu près dans les intentions de vote. Si on se déplace, comme moi j'ai fait hier, du côté de Tucson, donc plus au sud de l'État, là, c'est beaucoup plus rural. On est plus partisan de Donald Trump. Ici où je me trouve aujourd'hui, du côté de Phoenix, c'est beaucoup plus urbain, évidemment. Phoenix, je pense que c'est la 5e plus grande ville aux États-Unis. Là, on a un plus fort appui pour Kamala Harris, mais au total, c'est vraiment une égalité statistique à laquelle on assiste présentement. Bon, Philippe, il y a des mesures de sécurité vraiment exceptionnelles qui ont été prises. Absolument. Surtout du côté du centre de traitement des bulletins de vote de Phoenix. Je me trouve d'ailleurs devant ce grand centre de traitement des bulletins de vote. C'est tout près du centre-ville ici. Il y a 2 rangées devant moi, 2 rangées de clôture qui entourent ce bâtiment-là. Il y a des barbelés au-dessus de certaines parties de ces clôtures. Il y a même des sections, Philippe, de clôture qui sont de plus de 25 pieds de hauteur. Imagine. Ça, c'est pour protéger l'endroit où les véhicules remplis de bulletins de vote vont arriver demain. Mais là, les gens vont se demander, mais pourquoi toutes ces mesures de sécurité qui sont carrément là, inhabituelles? C'est que ça avait brassé ici, Philippe, il y a 4 ans. Ça avait pas mal brassé. Des Trumpistes disaient le soir de l'élection qu'il y avait de la fraude électorale, qu'on ne comptait pas correctement les bulletins de vote en Arizona. Alors, il y a beaucoup de gens en colère qui s'étaient déplacés, qui avaient même tenté d'entrer dans le bâtiment. Il y avait eu intervention de l'escouade anti-émeute à ce moment-là, ici à Phoenix. Donc, on veut courir aucun risque cette année. Il y aura même des tireurs d'élite, imagine, sur le toit demain. Beaucoup de policiers qui seront déployés autour du bâtiment dans le secteur, puis même des drones qui seront utilisés pour surveiller le secteur. On nous dit, là, Philippe, que ce sera l'un des centres de traitement de bulletins de vote les plus sécurisés des États-Unis. Imagine, c'est plutôt impressionnant tout ça présentement ici. Et c'est pas tout, vraiment pas tout, parce que pour tenter de rassurer les complotistes, si c'est possible, en tout cas, ceux qui croient donc qu'on ne compte pas chaque bulletin de vote, eh bien, imagine ce qu'on a fait. On a installé des caméras de surveillance, des caméras vidéo dans le bâtiment, donc à l'intérieur, dans la salle où les bulletins de vote sont comptés. Et là, il y a un lien vidéo qui sera disponible sur Internet pour que les gens puissent surveiller le travail des travailleurs d'élection. On est rendu là, imagine. Absolument incroyable. Est-ce que tu sens cette tension sur le terrain aujourd'hui à Phoenix ou pas vraiment dans la vie de tous les jours, là? Dans la vie de tous les jours, non, absolument pas. On est en début de semaine, les gens vont au boulot. Oui, il y a des affiches partout. Sérieusement, là, ici, surtout à Phoenix, là, même hier du côté de Tucson, on parle de milliers et de milliers d'affiches électorales qui sont installées soit chez les gens, sur les terrains des citoyens, mais beaucoup dans la ville, là, sur tous les terre-pleins, à chacune des intersections. Il y a des affiches Harris, des affiches Trump. Il y a beaucoup d'élections également pour les sénateurs, les gouverneurs et tout ça. Donc, il y a beaucoup de publicité qui est faite comme ça. Donc, visuellement, là, quelqu'un ici à Phoenix ou en Arizona qui ne sait pas qu'il y a un vote demain, il vit vraiment sur une autre planète. Là, c'est impossible parce que partout, il y a des affiches de tous les candidats. Et il y a une course au Sénat également qui est très, très suivie en Arizona.
Absolument. Il y a une candidate pour le Sénat. Son nom, c'est Carrie Lake. Elle, vraiment, là, elle ne laisse personne indifférent. Les gens ici la surnomment la Donald Trump en jupon. C'est une ancienne présentatrice de télévision. Donc, évidemment, tout le monde la connaissait avant, mais la connaissent encore, évidemment. Une vraie Trumpiste, là, Philippe. Une vraie de vraie. Une Trumpiste de haut niveau, j'oserais dire. Et comme Donald Trump, elle tient des propos, disons, controversés, mais là, très controversés, jour après jour. Et c'est pas pour rien qu'on la surnomme la Donald Trump en jupon, là. Il y a quelques mois, elle a même suggéré à ses partisans de se procurer une arme, d'avoir donc un pistolet à la ceinture, en laissant entendre que des démocrates pourraient s'en prendre à eux. Sur la question de l'avortement, c'est très important ici parce que l'avortement est illégal en Arizona, donc ça fait un gros débat quand même ici. Eh bien, elle dit aux femmes, cette candidate Carrie Lake, que ce sont des meurtres, des exécutions, que les femmes n'ont pas le droit de décider ce qui se passe dans leur corps. Donc, tu peux imaginer qu'elle ne laisse personne indifférent, que beaucoup de gens parlent d'elle. Parfois, on a l'impression que les gens parlent plus d'elle que de Donald Trump ici. Elle polarise énormément. Ceux qui l'aiment la vénèrent. Ceux qui ne l'aiment pas la détestent profondément. Je te laisse entendre des partisans, des opposants et un Québécois ici en Arizona qui la connaît très bien. J'ai rencontré ces gens-là au cours des dernières heures. I think she's a good person. I'm against abortion, so I believe life has got to go. Life is life. That's what God says. Ça devient une espèce de gourou, lui, Donald Trump, avec une secte. Puis elle est dans sa secte et elle a fait la promotion. Too extreme, too crazy. She lies. But a lot of people vote for her. I know. I don't know why. Why would you vote for a known liar? I don't know. Cette personne qui a répondu à ta question, Philippe, en disant « Comment peut-on voter pour elle? » Je comprends pas. Comment peut-on voter pour une menteuse? Oui, exactement. Il dit en plus qu'elle est extrémiste, qu'elle est un peu folle, qu'elle ment. Bref, elle polarise beaucoup. Et quand on dit que, en général, pour les élections, chaque vote compte, ben ici, en Arizona, c'est vraiment plus vrai que vrai. On s'attend à ce que ce soit tellement serré que chaque personne, on tente de les courtiser jusqu'à la dernière seconde ici sur le terrain. Ben, Philippe, merci beaucoup, puis on se reparle plus tard dans l'émission. Absolument, tantôt. Salut, c'était notre journaliste Philippe Bonneville qui est en Arizona. Juste vous signaler, là, Philippe parlait de Carrie Lake. Carrie Lake, elle est candidate au Sénat contre son adversaire démocrate qui s'appelle Ruben Gallego. Et pourquoi c'est important? Parce que dans cette élection-là, non seulement se joue la présidence, mais se joue également le contrôle du Sénat et le contrôle de la Chambre des représentants. Et ça, pour un président, c'est essentiel de pouvoir compter sur l'appui, idéalement des deux chambres ou à tout le moins une des deux chambres pour faire avancer ses projets de loi. Alors, c'est très, très serré pour le contrôle du Sénat et Carrie Lake espère enlever le morceau pour le camp républicain, mais à l'heure actuelle, elle est derrière son adversaire démocrate dans les sondages, donc Ruben Gallego, qui a l'avantage. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Alors, on l'a vu, c'est une des grosses nouvelles du jour. Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, qui veut obliger les médecins formés au Québec à pratiquer au Québec dans le réseau public de la santé pendant quelques années avant de se tourner vers le privé ou vers d'autres provinces ou encore d'autres pays. Le Collège des médecins est aussi préoccupé par l'exode de ses membres et j'en discute avec le docteur Maurice Gaudreault. Le docteur Gaudreault est président du Collège des médecins du Québec. Docteur Gaudreault, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Docteur Gaudreault, vous êtes d'accord avec l'initiative de Christian Dubé là, qui souhaite obliger les jeunes médecins formés ici à s'engager à travailler au Québec? Bien, ça fait partie des principes directeurs qu'on a publicisés ce matin. C'est un élément, c'est une piste de solution. On est d'accord pour regarder ça. On n'est pas au courant des modalités. C'est une chose que je n'avais pas discutée avec lui auparavant. Je ne savais pas non plus qu'il sortirait ça hier. Et nous, c'était prévu déjà qu'on sortirait nos principes directeurs ce matin. Ça va là-dedans. Là. Nous, ce que nous proposons, c'est de cesser l'expansion du privé en santé, de faire une pause pour voir comment on pourrait mieux encadrer par le système public ce qui s'y fait dans le système privé. On fait appel à la responsabilité sociale de la communauté médicale pour mieux répondre aux besoins des communautés à desservir. Et ça, ce qu'il présente, ça peut être vu comme une atteinte à la liberté de pratique,
Mais pour nous, c'est plus une question de responsabilité que de liberté. OK. On va en parler, docteur. On va parler dans un moment, Gaudreault, de l'impact sur les individus. Mais juste avant, là, si vous êtes en faveur de cette initiative-là, c'est que vous, là, en tant que président du Collège des médecins du Québec, vous avez de réelles inquiétudes sur l'état de notre service public en santé. On est inquiet de l'accès aux soins. On est un ordre professionnel dont la mission est de protéger le public en veillant à une médecine de qualité. Une médecine de qualité, bien, c'est une médecine qui doit être accessible. Et là, il y a des problèmes d'accès partout au Québec. J'ai pu le vérifier moi-même lors d'une tournée que j'ai faite au cours des 2 dernières années, alors que je me suis promené un peu dans toutes les régions. J'ai rencontré des citoyens, des médecins. Il y a un problème d'accès partout. Et donc, le statu quo n'est pas une option. Mais nous pensons aussi, preuve à l'appui, la littérature scientifique le dit, que le financement privé du système de santé n'améliore pas l'accès. Il y a des études un peu partout dans le monde qui ont démontré ça, y compris dans les autres provinces canadiennes. Donc, faisons une pause pour ce qui est du privé en santé puis de son expansion et regardons mieux comment on pourrait améliorer ce qui se fait maintenant. On ne parle pas de complètement éliminer le privé, là. Le privé, à condition que ce soit payé à 100% par nos impôts, on est d'accord avec cela. On n'est pas d'accord avec une médecine à 2 vitesses qui fait en sorte que vous sortez de l'argent de votre poche pour être traité ou soigné. Mais vous le voyez, là, de nombreux Québécois croient de moins en moins au secteur public. Ils font appel au secteur privé. Ils sont prêts justement à débourser de leur poche. Il y a même un sondage léger qui démontrait récemment que les parents de jeunes enfants étaient peut-être les premiers à aller dans cette veine-là parce que tout à coup, si leur enfant a un ennui de santé, ils veulent être capables de consulter dans le secteur public. C'est trop long, il n'y a pas de réponse. Ben, ils sont prêts à payer quelques centaines de dollars pour aller vers le privé, là. Oui, c'est ça, c'est parce que le système l'a permis. Il y a des endroits dans le monde où c'est pas permis de faire ça, là. S'établir comme ça dans le système dit privé avec des cliniques médicales qui poussent. Donc, nous, on veut cesser cela pour le moment, puis regarder comment on pourrait faire en sorte que le privé soit là plus pour soutenir le public. Ben, alors, pourquoi ne pas d'abord dénoncer les gens qui exploitent des cliniques privées plutôt que d'en s'en prendre ou de viser, là, c'est peut-être un meilleur mot, les futurs médecins? Ben, moi, les futurs médecins, c'est M. Dubé qui parle de cela. Moi, je fais appel à la responsabilité sociale de tous ces professionnels-là, y compris les jeunes, mais également les médecins plus vieux. Si ça fait partie de la solution, peut-être, on pourra en débattre, en discuter. C'est un projet de loi qu'il propose. Nous allons certainement nous faire entendre par rapport à cela. Aujourd'hui, je vous dis que c'est une chose qu'on va regarder. Je dis pas qu'on est contre cela d'emblée, mais on va regarder ça de façon précise là, avant de pouvoir aller plus loin là, par rapport à l'appui du collège concernant cette initiative. Est-ce que vous y voyez à quelque part une potentielle atteinte aux droits de la personne? C'est-à-dire là, une jeune médecin qui termine ses études serait obligé de pratiquer dans le secteur public, ce qu'on n'exige pas, par exemple, des jeunes ingénieurs, des infirmières, d'autres corps de profession? Oui. Mais vous le savez, dans notre communauté au Québec, il y a depuis longtemps, moi, ce que j'appelle une atteinte relative à la liberté d'installation et de pratique. Les plans régionaux d'effectifs médicaux, c'est une atteinte à la liberté d'installation. Les activités médicales particulières à 12 heures par semaine à l'intérieur des hôpitaux dans diverses régions du Québec, c'est une atteinte à la liberté de pratique. Donc, il y en a des atteintes à la liberté afin de faire en sorte que, comme société, nous soyons plus responsables pour bien soigner les communautés qu'on a à desservir. Donc, c'est pas la première fois qu'on parle d'une atteinte à la liberté, là. Est-ce que vous pensez que c'est un plan qui donnerait les résultats espérés? C'est-à-dire que si on allait dans cette veine-là, puis je comprends que les modalités là restent à déterminer, on ne sait même pas combien d'années a en tête le ministre Dubé là, pour l'obligation des jeunes médecins à pratiquer après leur graduation dans le secteur public. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment une solution qui permettrait de redonner un nouveau souffle à notre service public? Je ne pense pas. Ça fait partie peut-être d'une série de solutions, d'une série de mesures, mais celle-là prise isolément, non, pas du tout, évidemment. Donc, il faut regarder ça parce que
c'est pas un nombre très grand de personnes là, qui décident de faire ça, soit d'aller dans le système privé, soit d'aller pratiquer en Ontario. Je pense qu'il faut regarder ça comme il faut, à tête reposée, tous ensemble, pour voir comment on pourrait améliorer la situation. Bon, vous en avez appelé là, un petit peu plus tôt dans notre entretien à la responsabilité de tous les membres, de tous les médecins. Les plus vieux médecins là, qui sont là depuis des années, puis qu'il y en a qui naviguent, on le sait, au cours d'une année entre le secteur privé et le secteur public, il y aurait certainement eux aussi quelque chose à donner là, pour améliorer la situation. Absolument. Puis c'est pour ça aussi que dans nos mesures, dans nos principes directeurs, on parle de revoir la facilité ou les critères qui font en sorte qu'on peut se promener, faire des allées et venues entre le public et le privé. Je pense qu'il faut revoir ça et baliser ces règles-là qui permettent de faire cela, là, d'aller d'un système à l'autre. Docteur Gaudreault, à quelque part, est-ce que vous comprenez un médecin qui va dans le secteur privé? Parce que, bon, il peut trouver que les installations sont plus modernes, que les horaires sont plus flexibles, bref, qu'il peut avoir beaucoup d'avantages. Oui, je comprends ça. C'est ça aussi qu'on recommande de voir, hein? Les horaires flexibles, comme vous dites. Okay? Quand vous êtes dans le public, des horaires flexibles, il y en a moins. Parce que vous devez assumer plus la responsabilité de rendre des services à la population. Exemple, un groupe de 6 chirurgiens ou 10 chirurgiens qui doivent faire chacun leur tour des gardes au niveau de l'hôpital. Alors que ça, dans des cliniques privées, les horaires sont plus flexibles, peut-être plus attirants. Moi, je veux qu'on regarde ça. C'est ça qu'on propose, là, pour que ce soit un peu plus encadré puis régulé et que les patients qui font affaire avec des cliniques privées puissent être pris en charge également lorsque ça se complique le dimanche après-midi ou samedi matin. Vous aurez compris ce que je veux dire. Tout à fait. Docteur Gaudreault, en terminant, là, si je résume ce que je comprends de notre entretien, l'idée lancée par le ministre Dubé, vous êtes prêt à l'étudier, vous êtes prêt à participer au débat, vous trouvez que potentiellement, il y a peut-être des pistes de solutions là, mais que cette seule mesure ne réglera pas l'inquiétude qui existe sur notre service public à l'heure actuelle. Je pense que ça résume un peu votre propos. Absolument. Vous l'avez très bien dit. Merci beaucoup, Docteur Gaudreault. Ça m'a fait plaisir. À une prochaine, le docteur Maurice Gaudreault est président du Collège des médecins du Québec. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Oui, notre émission s'appelle Le Québec maintenant, mais on veut aussi imaginer l'avenir. Et l'idée, c'est de recevoir des gens qui, tout en étant encore jeunes, ont déjà des réalisations professionnelles à leur actif. Et avec ces personnes, on discute du visage du Québec de demain. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'on accueille Charlie Rousseau. Vous connaissez sans doute Charlie, elle est comédienne, elle est tiktokeuse. Comment résumer Charlie? D'abord, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tu as un parcours absolument exceptionnel, femme d'affaires, comédienne, animatrice, globe-trotteuse, humoriste, mais aussi, faut le dire, bien sûr, tu réussis à combattre les préjugés. Tu es né avec un seul bras, un seul doigt, sans coude, sans genou. Pourtant, tu as un sourire extraordinaire puis tu mords dans la vie. Charlie, comment tu fais? J'ai également 7 orteils. Ouais. On les voit pas, je suis désolée. Comment je fais? C'est la question qui tue. En fait, je vis ma vie simplement, purement comme ça. Je pense que ça a toujours été dans ma mentalité, l'indépendance, l'autonomie. Et je suis 100% heureuse. Bon, alors, tu regardes le Québec d'aujourd'hui, Charlie. Quel regard tu jettes sur notre société? Un beau regard, de façon générale. Je trouve qu'on est en pleine période d'évolution. Tu sais, j'ai 27 ans, là, donc évidemment, j'ai pas vu là, comment c'était il y a 50 ans. Ça évolue du point de vue, notamment, je vais parler pour les personnes, les minorités, les personnes qui ont des handicaps. La technologie, c'est pas un secret, ça évolue. Les nouveaux métiers, ce genre de choses, je trouve ça formidable. Tu as dit tiktokeuse, oui, je suis créatrice de contenu. Souvent un mot qu'on dit avec un peu d'amertume, les influenceurs. Et pourtant, moi, je vais où sont les jeunes. En ce moment, les jeunes sont ni à la radio ni sur le câble. Alors, je vais les prendre directement à la source pour faire passer mes messages. Puis c'est quoi tes messages? Ben ça, j'en ai beaucoup. Écoute, j'ai jamais dit que j'étais toujours pertinente, mais je suis divertissante. Mes messages, c'est sûr que c'est la motivation, la confiance en soi. Je veux encourager les gens à défoncer les barrières, à pas s'empêcher, handicap ou non, différence ou non, juste vis ta best life.
C'est ça mon message. Est-ce qu'il y a une responsabilité ou est-ce qu'on sent une responsabilité d'envoyer des messages plus constructifs lorsqu'on vit avec des handicaps puis que c'est visible aussi? Selon moi, non. Je vais parler vraiment pour moi. Moi, c'est un peu un accident. Je suis un accident et ce que je fais en est un également. Je veux dire, quand j'ai commencé à m'exposer autant à la télé, dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux, mon but, c'était pas de passer des messages. Je suis venue avec, puis ça fait partie, ça me suit, puis c'est une bonne chose. Mais tu sais, au final, j'aurais pu choisir de devenir coiffeuse, puis je serais même pas en communication, là. Mais est-ce que le message, ou plutôt ce besoin de message, vient du regard des autres? Je pose la question parce que moi, mon handicap, il paraît pas. Quand les gens l'apprennent, ils sont surpris, puis on dirait que les gens ont envie d'en parler, puis ils ont envie que nous, on en parle aussi. Pour les gens qui ne savent pas, Mika, je pense qu'il faut le dire. Oui, c'est vrai. Tu vois, en plus, on est à la radio, Il y a des gens qui sont même pas encore au courant. Non, il y a des gens avec qui j'ai travaillé 3 ans qui ne s'en rendent pas compte. J'ai un œil ce qu'on appelle un œil de vitre, en fait, une prothèse oculaire. Donc, les gens le voient pas, puis les gens sont surpris de l'apprendre. Puis là, il y a les questions qui viennent avec, puis on n'a pas le choix. Dans ton cas, c'est l'inverse. C'est présent. Puis je me demandais comment toi, dans le fond, le regard des autres affecte ton travail ou ta façon d'intervenir sur les réseaux sociaux? C'est certain que je peux pas le cacher, mais en fait, ça affecte pas nécessairement mon travail, ça affecte mon quotidien, mais d'une façon positive, dans le sens où je me fais reconnaître. Les gens ont des questions, puis ça me fait plaisir de les éclairer, de leur expliquer ce que j'ai, puis justement de démontrer la diversité, que ce soit juste à l'épicerie ou sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai vu au Gémeaux, tu avais fait un numéro sur scène avec 2 autres personnes de l'émission Le Vestiaire. Oui. Et il y avait beaucoup d'humour dans votre numéro, puis j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent pour dédramatiser autour de toi la situation? Puis 100%. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire de l'humour. En fait, l'humour fait partie de mon quotidien depuis ma naissance. L'autodérision également. C'est aussi une belle force je vais pas dire de défense, mais en même temps un peu ça. Tu sais, si t'es capable de rire de toi-même, t'es capable de rire de tout dans la vie, je pense. Puis moi, je suis la première, justement. Ça va être l'humour souvent un moteur pour aller vers les gens, dédramatiser, là, puis faire comme, OK, ça va, là, on peut la faire, la blague, puis ensuite, on passe à autre chose. Les gens, ils ont moins le petit balai, là, entre les founes. Est-ce que tu trouves qu'on est une société ouverte envers les personnes en situation de handicap? Je pense que oui, mais évidemment, il y a place à amélioration. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ben, tu sais, notamment dans le milieu du travail. Je vais donner l'exemple. Moi, quand j'ai eu 16 ans et que je cherchais mon premier emploi, là, il y a personne qui voulait m'engager, là. Parce qu'on s'arrêtait à l'apparence physique, que ce soit au cinéma ou bien vendre des sacoches, c'était pas possible. Alors que moi, j'étais consciente que j'étais capable de faire l'emploi pour lequel j'allais porter mon CV. Donc, je pense qu'il y a matière à amélioration ici. Il y en a cependant. Est-ce qu'il y en a qui t'ont donné une chance tout à coup? Les amputés de guerre. Ça a été mon premier emploi à faire des conférences. Ouais. Ben oui, 100%. Moi, je cherchais un travail, puis eux m'en ont offert un. Au final, ça a bien tombé. C'est des conférences de la sensibilisation dans les camps de jour. Donc, j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais c'est ça, c'est peut-être d'aller plus encore. Je sais que de plus en plus, il y a des subventions, notamment. Donc, ça, c'est une belle amélioration. Un employeur qui aura pas à payer 100% de mon salaire, mais 50%, ça peut être quand même intéressant. Mais justement, par rapport à l'emploi, tu aurais quoi à dire? Le segment, ça s'appelle justement le Québec de demain. Tu voudrais voir quoi au niveau de l'emploi demain au Québec pour les gens en situation de handicap? Je voudrais qu'on ait justement plus de personnes différentes. Et quand je dis différentes, je dis oui, handicap physique, sensoriel, moteur, différence, toutes les minorités visibles en fait, qu'il y en ait plus, puis pas que pour leur différence. Je vais te donner un exemple, tu sais, souvent à la télévision, l'handicapé qui est là pour jouer l'handicapé, la personne en fauteuil roulant qui est là pour jouer, tu sais, ce rôle-là. J'aimerais ça qu'enfin on fasse un peu plus de place. Comme qu'une personne en situation de handicap joue un rôle normal. Oui. Sans qu'elle soit toujours identifiée comme une personne en situation de handicap. Tu sais, moi, je pourrais vraiment être secrétaire dans un cabinet d'avocat. Alors, pourquoi je pourrais pas jouer dans Indéfendable? Tu sais, je veux dire, je donne un exemple comme ça, je pourrais tout faire. Bon, peut-être pas mécanicienne, mais encore là, si j'avais vraiment voulu, je pense qu'aujourd'hui, je serais capable de faire votre changement d'huile. Charlie, bien sûr, pour les gens qui viennent à notre chronique Le Québec de demain, il y a le questionnaire du Québec de demain. Alors, je vais te poser un certain nombre de questions. Comment tu vois notre avenir collectif? Est-ce que tu penses qu'on va être plus heureux dans 25 ans? Je pense que oui. Je pense que c'est positif, en effet, puis qu'on va l'être davantage de par les évolutions technologiques, comme on disait, par les nouveaux métiers qui vont exister, des trucs que je suis sûre qu'on n'a même pas pensé encore qui existent, puis aussi par notre société. Si on se rassemble là, au Québec, là, puis qu'on protège notre langue, puis qu'on se bat, mais qu'on est toujours ouvert au monde encore, je pense qu'on peut faire des belles améliorations, puis être une société unie. C'est quoi notre plus gros défi au Québec, selon toi?
Ben, je viens de dire, regardez la langue. J'avoue que ça serait pas mal au top. Regardez le français. Mais sinon, encore là, je vais ramener ça aux diversités. Juste de faire plus de place aux personnes qui ont une différence. Mais c'est un défi mondial, là, je pense quand même. Est-ce que tu trouves qu'on a progressé dans le bon sens au Québec depuis, tu dis que tu as 27 ans, là, depuis que tu es en âge de réfléchir à la vie? Je pense que oui, il y a une conscience collective qui est prise aussi par rapport au changement climatique. T'sais, ça aussi, c'est un gros dilemme. Là, on parle dans le futur. Donc oui, forcément, autant sur l'ouverture aux autres, sur les changements climatiques, sur la protection de la langue, on est tous sensibilisés à ces choses-là. Donc là, c'est juste qu'il faut penser à l'action puis s'y mettre ensemble. Oui. Vas-y, Catherine. Non, mais moi, je voulais revenir sur un point. C'était sur le plan des installations physiques dans un immeuble. Quand tu prends le métro... Moi, il y a longtemps, là, quand j'ai eu ma fille, je trouvais que c'était extrêmement complexe, ne serait-ce que d'avoir une poussette pour aller. Fait que je me dis, des personnes en situation de handicap, est-ce qu'ils sont capables de bien fonctionner à Montréal, par exemple, si on va aller transport en commun et tout ça? Je vais parler pour ma part, oui, à 100%. Cependant, si je me base sur des collègues de l'émission Vestiaire, justement, qui a un fauteuil roulant, Michel, ou Marie-Christine qui est aveugle, on parle pas de la même situation. Elle est pas capable nécessairement, ou du moins, elle est capable, mais la difficulté d'aller prendre le métro va être plus grande que pour moi. Moi, il y a des escaliers roulants, il y a des ascenseurs, même les marches normales, ça fonctionne. Donc, pour moi, pour ma part, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Mon appartement n'est pas adapté, mis à part un petit banc fort intéressant et pratique pour faire de la cuisine. Est-ce que quand je vais avoir une propriété, une maison, je vais peut-être vouloir pousser, utiliser des subventions pour adapter davantage, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Charlie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais lire un commentaire de quelqu'un qui te connaît, Stéphane Bédard. Okay. Alors, Stéphane Bédard nous dit « J'ai connu Charlie lorsqu'elle était toute jeune et elle avait une détermination sans limite. Elle visait haut et n'acceptait pas un non. Si elle voulait accomplir quelque chose par elle-même, elle n'acceptait aucune aide de personne et elle y parvenait toujours. » Je pense que pour beaucoup de gens, Charlie, tu es une inspiration. Merci infiniment d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Puis les gens qui veulent te suivre, c'est sur TikTok? Sur TikTok, Instagram, Facebook, c'est Charlie Rousseau 22. Oui, je la suis à l'instant. Merci, je m'en vais là. Que bien des gens vont le faire également. Merci beaucoup, Charlie. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Au Québec, c'est la Semaine nationale de l'éducation juridique et pour en discuter, je reçois avec plaisir le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Monsieur Jolin-Barrette, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Monsieur Jolin-Barrette, expliquez-nous c'est quoi ça, la Semaine nationale de l'éducation juridique? En fait, c'est une semaine mise de l'avant par l'organisme Éducalois qui sert à sensibiliser, à informer les Québécois sur leurs droits, leurs obligations. Et la Semaine nationale de l'éducation juridique, c'est des juristes, des avocats, des notaires qui vont dans les écoles secondaires pour faire des ateliers d'information juridique pour les jeunes au secondaire. Donc, on est dans dans toutes les régions administratives du Québec cette semaine, donc 17 régions. Ça représente près de 200 classes, 5200 élèves. Moi-même, aujourd'hui, j'étais à l'école secondaire d'éducation internationale de McMasterville dans ma circonscription pour animer un atelier. Donc, on informe les jeunes sur des questions qui les touchent. Donc, à titre d'exemple, est-ce que la direction de l'école a le droit de fouiller mon casier? Est-ce que le consentement sexuel, il est à quel âge? Quelle étendue également ça prend? Également, est-ce que le partage d'images intimes est un crime au Québec, au Canada? Alors, toutes des informations et des situations pour prendre position, pour développer un esprit critique et également pour apprendre sur la loi. Ça doit donner des discussions intéressantes. Là. Les jeunes auxquels vous êtes adressés aujourd'hui, ils ont quoi, 14, 15, 16 ans? Oui, en fait, j'étais dans des classes de secondaire 4 aujourd'hui, donc à l'auditorium, et c'était des jeunes de 15 et 16 ans. Et je vous dis, on peut être confiant de notre jeunesse parce que ce sont des jeunes très allumés, ils posaient des questions très intéressantes avec des réflexions extrêmement réfléchies. Je donne un exemple, il y avait une question débat sur est-ce qu'on devrait abaisser l'âge du droit de vote au Québec, au Canada, de 18 à 16 ans ou même à 15 ans. Alors, les jeunes avaient des opinions, mais c'est surtout aussi pour les sensibiliser et puis les éduquer à leurs droits, à leurs obligations, parce que dans notre société, tout est régi par la loi, que ce soit par les lois de l'Assemblée nationale, du Parlement du Canada également. Puis, c'est
quelque chose qui est important de connaître, dans le fond, de quelle façon notre système judiciaire fonctionne, parce qu'on peut y être confronté lorsqu'on signe un contrat. Je donne l'exemple pour les jeunes lorsqu'ils ont un cellulaire. Pratiquement tout le monde a un cellulaire maintenant, mais il y a un contrat qui vient avec ça. Quelles sont les obligations du jeune? Si jamais il y a un bris de contrat, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les conséquences? Donc, l'idée, c'est de faire en sorte de démystifier le système de justice, les lois, les règlements, pour les sensibiliser à tout ça. Une des plus grandes évolutions, M. Jolin Barrette, dans le droit et surtout ce qui a trait aux jeunes, c'est certainement la prépondérance des médias sociaux. Vous l'avez évoqué dans un moment. Il y a un moment, le partage d'images intimes sans consentement, les publications en ligne, l'intimidation en ligne. Est-ce que vous sentez que le message auprès des jeunes commence à porter sur les dangers inhérents à ces pratiques-là? Oui, je pense que oui. Les jeunes sont très conscients des médias sociaux. Encore aujourd'hui, leur utilisation, elle prend une place très importante pour quiconque connaît des adolescents et des jeunes adultes. Cependant, de plus en plus qu'on en parle, notamment, je discutais avec une professeure ce matin qui aborde la question de l'intelligence artificielle dans son cours. Alors, ce sont des éléments qui sont d'actualité et dont les jeunes prennent connaissance. Mais bien entendu, il faut en parler, il faut l'expliquer, voir les conséquences relativement à tout ça. Et la Semaine nationale de l'éducation juridique, ça sert justement à ça. Est-ce que vous avez eu des questions qui vous ont surpris aujourd'hui? Je vous dirais, j'ai trouvé que les questions étaient bonnes, étaient pertinentes et aussi étaient recherchées. Je donne l'exemple du droit de vote. Est-ce qu'on devrait abaisser la question du droit de vote? Et les jeunes me disaient, écoutez, peut-être qu'on n'est pas assez mature pour avoir le droit de vote en bas de 18 ans, mais les jeunes que j'ai rencontrés aujourd'hui, je peux vous assurer que l'état de leur réflexion faisait en sorte que je leur ai peut-être donné leur droit de vote en bas de 18 ans. Vous y aurez pensé 2 fois. Hein? Vous auriez pu faire une consultation? J'aurais pu faire une consultation. Je ne peux pas parler du changement d'heure, par contre, aujourd'hui. Cela étant, je crois tout à fait pertinent que ce que Éducalois fait cette semaine avec la Semaine nationale d'éducation juridique. C'est la 3e année dont je suis le porte-parole. Et ce qui est important, c'est que ça donne également un aspect pratique aux choses. Parce que parfois, le droit, les lois, les obligations peuvent être un peu éloignées de nous, mais ça permet justement de raccrocher les jeunes puis de leur dire, écoutez, ça rythme votre quotidien et voici les outils à votre disposition. Puis posez-vous des questions, puis analysez la situation. Puis au moment où on a beaucoup d'offres sur Internet, au moment où l'information circule rapidement, je pense que c'est important de prendre un pas de recul, d'avoir un esprit critique. Puis c'est un peu ça qu'on leur inculque avec ces ateliers juridiques-là. Bon, et il y a plusieurs avocats qui vont faire ça, avocates, là, qui vont aller s'adresser à des classes ou à des groupes de jeunes au cours des prochains jours. Bien, tout à fait. C'est plus de 200 classes qu'on couvre, 5200 élèves cette semaine. Puis les ateliers juridiques sont offerts toute l'année par des juristes bénévoles, donc des avocats, des notaires qui donnent de leur temps. Alors, j'invite également tous les professeurs dans les écoles à contacter Éducalois s'ils souhaitent avoir ce type d'activité qui est totalement gratuite dans leur classe. Bon, c'est une excellente initiative. Monsieur Jolin Barrette, je blaguais il y a un moment avec la consultation. Bien sûr, vous avez bien compris que je faisais allusion à la consultation sur le changement d'heure. Mais avant d'arriver à la consultation, vous savez, il y a tellement de problèmes au Québec à l'heure actuelle, tous les ennuis avec la DPJ, l'école Bedford et ses suites. On a vu votre collègue, le ministre Dubé, proposer une nouvelle avenue ce matin pour essayer de convaincre les jeunes médecins ou les obliger à amorcer leur carrière dans le secteur public. Pourquoi, dans ce contexte-là, vous avez décidé de lancer un débat sur le changement d'heure, un sujet dont vraiment personne ne parlait sérieusement? Bien, je dirais, M. Quentin, qu'au contraire, au moins 2 fois par année, il y a énormément d'articles et il y a énormément d'intervenants sur la place publique qui soulèvent cette question-là et qui a des impacts sur la santé des gens. Puis la démonstration, c'est que, il y a près de 200 000 personnes qui ont déjà répondu à la consultation. Puis je voyais même la semaine dernière, il y a un média qui a fait un sondage également, puis majoritairement dans ce sondage-là, les Québécois disaient, on veut arrêter de la pratique du changement d'heure. Donc, on n'est pas les seuls, là, dans le contexte nord-américain aussi, ça se discute beaucoup, puis je pense que c'est un sujet qui rythme nos vies, donc c'est important d'en traiter. Puis vous savez, ça ne m'empêche pas de travailler sur plein d'autres projets, vous me connaissez. Bien sûr. Alors, cette semaine, je vais déposer le 3e projet de loi de la session en matière de justice, une loi qui fait suite à une entente avec le barreau du Québec. Donc, je pense qu'on peut faire plusieurs choses, puis je pense que sur ces éléments-là,
qui touchent la population québécoise. C'est important de les consulter avant de prendre une décision. Mais il n'y a pas de petits sujets. Les dossiers sont importants. Le dossier de la DPJ, mon collègue, le ministre Carman, s'en occupe. Le ministre Dubé s'occupe du domaine de la santé. On fait des avancées dans le système de justice, mais je pense que ça en fait partie. Dans le fond, ça fait partie de mes responsabilités, le changement d'heure. Et donc, comme ministre du temps, je m'en occupe. Monsieur Jolin Barrette, quelle est la valeur de la consultation? Là, on l'a vu, c'est un peu comme celle que votre gouvernement avait réalisée sur le 3e lien. Là, si je comprends bien, les gens peuvent voter ou en tout cas s'exprimer autant de fois qu'ils le veulent. Ben, en fait, vous savez, ça dépend quel furteur vous prenez. Ça n'a pas une prétention d'être scientifique. Je veux avoir un son de cloche de la population. On pourra faire des sondages scientifiques également. Mais je pense que l'objectif, c'est d'en discuter, d'en débattre. Vous savez, depuis que j'ai lancé la consultation, c'est un sujet que je me suis fait énormément parler depuis les 2 dernières semaines. Ça touche les gens, puis bien entendu, on ne va pas se fier uniquement à cette consultation-là. C'est un outil à notre disposition. Cela étant, le sujet, il est important. Il y a d'autres États au Canada qui ne changent plus l'heure, le Yukon, la Saskatchewan. Il y en a aux États-Unis également qui ne changent plus l'heure. En Ontario, on a adopté une loi. Même au Congrès américain, ça avait passé le Sénat, l'étape du Sénat lors de la dernière législature. Donc, c'est un sujet qui va falloir aborder, traiter. Puis ça fait 20 ans qu'on n'avait pas eu de vraies consultations, de vrais débats. Donc, ce n'est que le début. Mais moi, je m'engage au cours des prochains mois à consulter le milieu économique, le milieu de la santé, scientifique également. Là, on consulte la population et on va arriver avec une décision par la suite. Mais c'est un sujet qui touche les gens. Voyez-vous, tout le monde qui a des enfants, je pense qu'en fin de semaine, ont constaté une différence avec le changement d'heure. Ça a des impacts également en termes de santé. Les médecins nous disent qu'il y a davantage d'infarctus lorsqu'on change l'heure, il y a davantage d'accidents automobiles. Alors, c'est un sujet, je crois, qui fait beaucoup jaser, mais qui mérite qu'on s'y attarde, puis c'est ce qu'on fait. Puis pendant ce temps-là, ça ne nous empêche pas de travailler sur les autres dossiers. OK. En terminant rapidement, pour conclure, là, est-ce que ce serait réaliste, par exemple, puis beaucoup de gens m'ont écrit ça dans notre messagerie texte, que Ottawa et Gatineau n'aient pas la même heure 6 mois par année? Bien, ça fait partie de la réflexion. C'est un argument très, très sérieux. D'ailleurs, on a adopté un projet de loi pour dire si le Québec change l'heure, nous aussi, on va changer l'heure. Donc, je vais rencontrer mes homologues également ontariens. D'un autre côté, M. Quentin, au Nouveau-Brunswick, il y a 1 heure de différence également à la frontière. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir, M. Quentin. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Simon Jolin Barrette est ministre de la Justice et procureur général du Québec.